À l'âge de 7 ans, il fut traditionnellement nommé colonel de la garde sultanienne, dont l'uniforme chamarré plaisait beaucoup au jeune prince. Mais son père n'oubliait pas les études et Moulay Hassan devait obligatoirement, avec ses précepteurs arabes et français, travailler tous les jours 5 heures l'arabe et 3 heures le français. Un français qu'il parlait, paraît-il, couramment, dès l'âge de 3 ans. Et c'est sans doute parce qu'un vieux dicton marocain dit que le trône du roi se trouve sur le dos de son cheval que très tôt le jeune prince devint un cavalier émérite et un véritable amoureux de tout ce qui touchait les purs sangs. Mohamed V voulut très vite que le prince fût à ses côtés lors des manifestations officielles, comme en 1943 lors de la conférence d'Anfa qui réunit à Casablanca pour la première fois Churchill, Roosevelt et De Gaulle à la recherche d'un plan de paix pour la fin du conflit mondial. Le protectorat français ne voulait pas que Moulay Hassan fût désigné par le titre de prince héritier. L'entreprise fut sans succès puisque le Maroc tout entier avait depuis longtemps désigné ainsi le prince lors de la prière du vendredi. C'est au moment où les rapports entre le palais et le résident français étaient des plus mauvais que fut organisé un voyage en France à l'invitation de Vincent Auriol. Et c'est lors du séjour à Bordeaux que le prince héritier reçut son premier diplôme d'étudiant en droit. Maurice Duverger, qui lui fit passer ses examens à la faculté de droit, se souvient. Je l'ai bien connu puisque j'étais dans le jury qui lui a fait passer un examen et qui a été un examen extrêmement sérieux. C'est un homme extrêmement intelligent, très brillant, qui avait une passion pour le droit d'ailleurs et qui l'a toujours. Et il évoquait ses souvenirs d'étudiant en droit en rappelant des tics de professeur et en même temps en rappelant certaines règles juridiques qu'il savait avec une précision extraordinaire. Le prince a alors 22 ans et tous ceux qui le côtoient à l'époque sont frappés par la qualité des relations entre le père et le fils, entre Mohamed V et le prince héritier. À la fois le respect qu'avait le prince héritier pour son père, le roi Mohamed V, et l'influence très considérable qu'il avait sur lui. Mohamed V était un homme d'une grande finesse, mais ce n'était pas un intellectuel, et il était très impressionné par ce fils brillant, et il lui enseignait en quelque sorte la sagesse pendant que le fils jouait son rôle de prince intellectuel. 1953, le trône marocain est vide. Les Français obligent le sultan Mohamed V à quitter le Maroc. Les épreuves qui vont suivre vont achever de former le caractère du jeune prince. C'est la période noire de l'exil qui conduira la famille royale, d'abord en Corse, puis à Madagascar. Le général Guillaume, proconsul français au Maroc, avait fait l'erreur de penser que l'éloignement du roi mettrait fin aux troubles qui agitaient le pays. Il n'en fut rien. Et en 1955, le gouvernement français recule et fait revenir Mohamed V d'exil. Le Maroc avait retrouvé son roi, l'accession à l'indépendance n'était plus qu'une formalité et le roi fut reçu à l'Élysée, accompagné du prince héritier, qui participait activement aux négociations pour l'indépendance de son pays. Mon peuple, mon jeune peuple, qui a été auprès de vous et qui restera auprès de vous, compte sur la France, compte sur les Français, compte sur leur intelligence et compte surtout sur le patrimoine commun de nos deux civilisations pour que nous réussissions l'expérience que nous sommes en train de tenter, car nous ne pouvons pas nous permettre de la manquer.
Le 16 novembre 1955, c'est le grand retour au pays et les fêtes de l'indépendance marquées par des transports d'allégresse, mais surtout par un véritable élan affectif pour le père de la nation, Mohamed V, qui aux heures les plus noires de l'exil, avait toujours gardé espoir et droiture. Il était urgent de reconstituer une armée, c'est ce que fit Mohamed V en confiant au prince héritier au printemps 1956 la responsabilité des phares, forces armées royales, avec pour devise Dieu, la patrie, le roi. 1958, le gouvernement espagnol restitue la province de Tantan Tarfaya, mais il faut l'intervention du prince et de sa jeune armée pour chasser les Espagnols qui n'entendent pas respecter les accords signés à Madrid. « 1er mars 1960, nouvelle épreuve pour la toute jeune nation marocaine, c'est le terrible tremblement de terre d'Agadir qui fait au moins 15 000 morts. Régent du Maroc quand son père est en voyage officiel, le prince héritier effectue cette année-là plusieurs déplacements. D'abord en Italie, puis c'est le premier voyage maghrébin où il rencontre Habib Bourguiba, le libérateur de la Tunisie. Voyage à Paris et visite à l'Élysée où il s'entretient avec le général de Gaulle qui avait décoré son père Mohamed V de l'ordre de compagnon de la Libération. Voyage à l'ONU où le prince héritier rencontre Khrouchtchev et l'année suivante, c'est le premier soviétique Léonid Brejnev qui visite le Maroc. Mais le 16 février 1961, à la suite d'une opération chirurgicale bénigne, le roi Mohamed V meurt. Comme l'écrira plus tard le futur roi, le terrible, l'irréparable malheur s'abattit sur la nation marocaine. Le père du peuple n'était plus, poursuit Hassan II. Nous avions perdu celui qui nous avait donné plus que la vie, la raison de vivre. Le nouveau roi déclara que le meilleur témoignage d'amour et de fidélité était de dominer sa douleur et avec l'aide de Dieu de continuer la grande œuvre entreprise par son père. Le 3 mars 1961, Moulay Hassan devient Hassan II, il a 32 ans. Le jeune roi se retrouve donc seul à la tête d'une nation menacée des plus grands périls intérieurs et extérieurs. Une constitution est élaborée et un référendum est organisé. La constitution est approuvée par la quasi-totalité du pays, près de 4 millions de oui contre 120 000 non. Les femmes marocaines votent pour la première fois. Ce sont les premières élections législatives. Et l'installation du premier parlement marocain, inauguré en grande pompe par le roi. 1963, événement heureux, c'est la naissance du futur prince héritier Sidi Mohamed. La même année, en octobre, de petites garnisons marocaines sont attaquées et anéanties à Assi Beida et Assi Timjoul sur la frontière algérienne. C'est le début du conflit entre l'Algérie et le Maroc, appelé la guerre des sables, et dont le différend ne sera réglé par l'OUA qu'en Éthiopie, dont le roi des rois, Haïlé Sélassié, sera reçu au Maroc. Puis ce sont les visites officielles de Chou En-lai et de Bourguiba, suivies d'une grande visite royale en France de Hassan II. Écoutez le commentaire de l'époque. 11h ce matin à Orly. Accueilli à sa descente de caravelle en provenance de Bordeaux par le président de la République, le roi du Maroc Hassan II et sa suite vont se rendre dans le salon d'honneur de l'aérodrome, la fameuse Isba où furent prononcées tant de paroles de bienvenue. Le gouvernement est presque au complet. En réponse aux paroles du général de Gaulle, Hassan II parlera avec beaucoup de sensibilité. Sire, en accueillant officiellement à Paris votre Majesté, je tiens à vous dire quel prix nous attachons à votre visite.
Sans doute entre pour beaucoup dans ces sentiments les multiples souvenirs qui, à travers tous les changements qui procèdent de l'évolution, attachent la France au Maroc depuis beaucoup de siècles, et surtout dans celui-ci. Vous savez en particulier à quel point nous est chère et respectée la mémoire de votre illustre père, le roi Mohamed V, et combien vous-même êtes chez nous honoré et populaire. Ici, vous êtes, sire, par excellence, le bienvenu. Vive le Maroc! Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un très grand honneur que de représenter ici, pour la première fois, auprès de la nation française, auprès du chef de l'État français, le Maroc indépendant. Et l'on quitte Orly pour l'Élysée. L'Élysée où un premier entretien en tête-à-tête des deux chefs d'État doit avoir lieu. Il y en aura de nombreux autres sur lesquels nos services politiques vous diront ce qu'ils sauront. Une photo de fin de premier entretien dégourdit quelque peu les jambes des photographes en attente et permettent à tous de se faire voir et en même temps de prendre quelques repos avant la cérémonie suivante. Des relations avec la France qui ne s'envenimeront qu'avec l'enlèvement en plein Paris du leader de l'opposition marocaine, Mehdi Ben Barka. Maurice Couve de Murville, aujourd'hui encore, répète que les services secrets français ne participèrent pas à cette affaire. Il y a eu l'incident, que c'était un incident de l'affaire Ben Barka qui n'a jamais été très bien éclairci. Ben Barka était un opposant au roi du Maroc dans son pays. Et évidemment, il était, disons, mal considéré par les autorités marocaines. Alors, en France un jour, je crois que c'était en 65, il a disparu. Il était en séjour à Paris, il a disparu et manifestement il a été enlevé. Alors ça a été toute une affaire, comme il est normal d'ailleurs que les choses se passent ainsi. Dans un pareil incident, personne n'a jamais éclairci les choses. La seule dont je sois sûr, c'est que les autorités françaises n'avaient rien à voir dans cette affaire. Et d'ailleurs, elles n'avaient aucune raison d'intervenir. Et sans doute est-ce une affaire intermarocaine. Je ne crois pas qu'il soit possible d'en dire davantage. Même l'aide ou le coup de main qu'aurait donné d'ex-policiers... Vous savez, on raconte toujours des histoires sur les services spéciaux. Et Dieu sait que les journalistes, si vous me permettez de le dire, s'en donnent à cœur joie dans ces cas-là. Mais il n'y avait aucune raison de penser que les services français aient en quoi que ce soit coopéré à l'enlèvement de Ben Barka. On a dit quand même que le général de Gaulle, entre autres, avait très peu apprécié l'intervention des services marocains sur le territoire français. Si elle a eu lieu, et il était parfaitement naturel que le président de la République française n'approuve pas que des services spéciaux s'exercent sur le territoire français pour procéder à des opérations de ce genre. Ceci dit, je n'accuse personne, on n'a jamais su ce qui s'était passé, ni qui est vraiment responsable. La seule chose que je sache, c'est que les autorités françaises n'y sont pour rien. Pour tout le monde, le général Oufkir restera le seul grand responsable de cet assassinat. Oufkir continuera à prendre un pouvoir exorbitant, écrasant dans le sang de nombreuses révoltes.
À la même époque, le Parlement est dissous pour cause d'inefficacité. À plusieurs reprises, le roi admoneste les parlementaires pour leur dire qu'il n'est pas possible d'être de droite, de gauche ou du centre sans penser à la collectivité. La Constitution est suspendue, le gouvernement et l'Assemblée sont dissous, le roi gouverne seul. Entre 1970 et 1972, plusieurs essais de nouvelles constitutions sont tentés. Des modifications sont proposées aux électeurs sans grand succès. Jamais le trône d'Hassan II n'a été aussi fragile. Pour lui montrer les limites du pouvoir et peut-être en guise d'avertissement du ciel, le roi reçoit successivement des futurs exclus du pouvoir, le Shah d'Iran, Wari Boumedienne et Anwar el-Sadat. Enfin, le super avertissement de Skhirat le 10 juillet 1971, jour du 42e anniversaire d'Hassan II, le palais royal d'été est attaqué par les cadets de l'école militaire d'Air Moumou. Plus de 200 personnes trouvent la mort dans l'attentat, dont le roi échappera par miracle. Cet homme se forme. Comment il se forme? Par l'épreuve. On peut dire que avant l'épreuve, et l'épreuve c'est quoi? Ce sont les premiers attentats qui vont succéder. Il y en a une quantité de connus ou d'inconnus. Plus encore d'inconnus que de connus. Skhirat, 70, c'est la tuerie. La tuerie dont il ne réchappe que par miracle et par une scène miraculeuse. Chose importante, comment il en sort? En réunissant les gens, les cadets qui voulaient l'assassiner et en leur faisant faire la prière. Il est inadmissible que vous ayez fait de l'armée royale ce que vous en faites maintenant. Cela est indigne et non conforme à ce que j'attendais de vous. Immédiatement, quelques-uns se mirent à pleurer et nous avons récité la Fatiha, qui est la première sourate du Coran. Et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, ça a été le dernier épisode, l'épisode du dénouement, qui a fait que j'ai pu récupérer tous les officiers qui étaient prisonniers et les expédier dans les différentes régions ou les différents services du royaume. Tout de suite, il sent le poids de la tradition et de l'islam dans son pays. Vous savez que son titre, auquel il a droit ou pas, c'est très discuté, c'est commandeur des croyants. Bon, est-ce que c'est un nom reconnu? Les Saoudiens ne reconnaissent pas. Mais enfin, il est commandeur des croyants pour les siens. Il les fait s'agenouiller, ils font la prière. Coup de génie, coup d'inspiration. Second attentat, l'avion, dans lequel, là aussi, c'est vraiment un miracle, au sens littéral du mot, d'en sortir. Tout est fait pour qu'il disparaisse. Après ça, il croit à deux choses. Comme quand on sort d'un attentat. Il croit à sa baraka, ça veut dire Dieu est avec moi, mais il croit aussi que les attentats sont possibles. Donc il croit qu'il a à prendre en main, qu'il faut inventer quelque chose pour faire l'unanimité de son pays. Il y a des forces politiques diverses, il s'oriente, il croit pouvoir s'orienter vers une monarchie constitutionnelle. Il fait une constitution. Ça marche pas. En fait, ça marche pas tout à fait bien. Seules les difficultés inhérentes aux divisions intérieures font qu'il les exploite avec une science du gouvernement digne de Machiavel. Et puis arrive le second coup de génie, après la prière c'est le second, c'est la marche verte, 75. Le 16 octobre 1975, à la question « Le Sahara était-il terre sans maître ?» la Cour internationale de la Haye répond non. Existait-il des liens juridiques entre le Sahara et le Maroc? Oui, répond la Cour, il existait des liens d'allégeance avec la couronne chérifienne. Aussitôt, fort de ces réponses, le roi Hassan II déclenche la marche verte. C'est le coup de génie qui réconcilie toute la nation marocaine derrière son roi. Coup d'autant plus génial que la marche se veut pacifique.
Si tu rencontres un Espagnol, leur dit le roi, salue-le et invite-le sous ta tente à partager ton repas. Et de fait, quand Marocains et Espagnols se rencontrent par-delà la frontière, pas un coup de feu n'est tiré, chacun fit la prière de son côté. Ceci facilite l'organisation de la conférence de Madrid, où le 14 novembre 1975, le Sahara espagnol est rendu au Maroc. Le cow-boy Ronald Reagan invite le roi et soutient ce dernier dans sa politique expansionniste. Quant au gouvernement de François Mitterrand, il est lui prêt à fermer les yeux sur l'affaire du Sahara occidental. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, est plus embarrassant que crédible et la France est ravie d'échanger sa neutralité dans le conflit du Sahara contre un soutien du Maroc dans la guerre du Tchad, une autre épine dans la politique étrangère de la France. Mais le 29 juin 1983, c'est le coup de poker royal. Hassan II propose à Kadhafi la non-intervention marocaine au Tchad contre l'abandon par le colonel libyen de son soutien au Polisario. Kadhafi accepte et se rend à Rabat. Cette volte-face irrite la France qui depuis semble avoir pardonné. C'est un des fondateurs de l'Union du Maghreb uni. Et à cet égard, il a su à un moment renouer des relations avec la Libye. C'était difficile, mais c'était intelligent. Et aujourd'hui, on voit se dessiner une perspective d'union du Maghreb intéressante et utile pour l'avenir. De la même façon, le roi du Maroc a pris un jour en main le dossier du conflit israélo-arabe, si difficile. Et là, il n'a pas hésité à avoir des initiatives audacieuses et à franchir des tabous, recevant M. Shimon Peres. Plus récemment encore, le roi du Maroc est à l'origine, avec le président Chadli et avec le roi d'Arabie Saoudite, il est à l'origine de la mise en place du comité tripartite qui s'occupe du Liban et qui a une action très, très forte et que nous soutenons de toute notre énergie. Ces exemples qui pourraient être multipliés donnent la mesure. C'est des exemples positifs. Alors au niveau du Tchad et du Polisario, la France n'a pas toujours été d'accord, vraiment. Oui, mais je constate qu'avec le temps, les choses progressent, que le roi du Maroc, dans des affaires très compliquées comme celle que vous évoquez, du Tchad et du Polisario, a su gérer ce temps, prendre la mesure des difficultés et petit à petit s'acheminer vers des solutions qui sont des solutions positives et qui nous conviennent. Nous n'avons pas encore atteint le but. C'est dans la bonne direction. Hassan II jouera les précurseurs dans le règlement du conflit israélo-arabe, en appuyant par exemple en sous-main la venue de Yasser Arafat à la tribune de l'ONU. Puis après avoir soutenu les tentatives de paix du président Sadat et les accords de Camp David sans pour autant approuver le voyage à Jérusalem, il contribuera à isoler les extrémistes de l'Organisation de libération de la Palestine. Il forcera ainsi Yasser Arafat à accepter de s'asseoir à la table des négociations. Une table où se jouent des parties de poker diplomatiques où le roi Hassan II a, comme par hasard, toujours les meilleures cartes en main. De fait, les embrassades de façade devant les caméras cachent bien des dissensions entre l'homme au kéfier et le commandeur des croyants, mais l'OLP se veut rassurante et elle parle aujourd'hui d'une voix plus que mesurée. Sa Majesté le roi Hassan II de Maroc a toujours été actif et dynamique dans son soutien et sa solidarité pour la cause palestinienne. Il a toujours aidé le peuple palestinien dans ses démarches diplomatiques, politiques. Il a soutenu activement et efficacement. Nous considérons que l'homme politique, le chef d'État, Hassan II, est un homme remarquable. Hassan II pousse à la paix dans le règlement du conflit prochain, vous venez de le dire. Sera-t-il le deuxième chef d'État arabe à faire le voyage de Jérusalem? On sait ce que ça a coûté à Anwar el-Sadat et est-ce que l'OLP laissera faire un tel voyage? Je crois que le roi Hassan II n'a jamais exprimé son désir d'aller en Israël. Il sait fort bien que toute démarche de paix doit être soutenue par l'ensemble des pays arabes et parmi eux le peuple palestinien. Donc pour que toute démarche de paix, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit suivie des faits. Il ne s'agit pas de faire des pas
des sauts dans le vide. Il s'agit d'être efficace, et pour être efficace, il faut être soutenu par l'ensemble du monde arabe.